Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h44, le petit déjeuner politique ce matin. Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines et présidente déléguée du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Plus de 500 000 Français vaccinés en un week-end, des doses qui arrivent. Est-ce qu'on va pouvoir éviter un reconfinement avec ça ? On fait tout pour que ce soit le cas, vous l'avez bien compris. Il y a un choix qui a été fait par le président de la République qui est de dire que tant qu'on pouvait continuer à vacciner, on devait continuer à vacciner, tout faire pour accélérer cette dynamique de vaccination et que le reconfinement, ça n'était que l'ultime choix s'il n'y avait aucune autre option. Et je crois que ça, c'est quelque chose que les Français souhaitaient parce qu'on sait que le reconfinement, évidemment, a des conséquences économiques, des conséquences sociales, des conséquences sociétales aussi, familiales. Et je crois que c'était important de tout faire pour l'éviter. Est-ce qu'il faut ouvrir des vaccinodromes ? Alors, on a multiplié les centres de vaccination. On a beaucoup plus de centres dans les de pharmacies, vaccination, etc. à partir d'aujourd'hui. Alors, ça dépend des typologies de vaccins. Il y a des vaccins où on peut le faire directement en pharmacie. Il y a des vaccins où vous allez pouvoir vous faire vacciner directement par votre médecin traitant. Où vous allez pouvoir aussi l'être par des médecins du travail, donc directement sur votre lieu de travail. Et l'idée, c'était vraiment d'être au plus près de la population et que la population n'ait pas à se déplacer. Moi, dans les Yvelines, on a mis en place un Vaxibus de manière à aller dans les territoires les plus ruraux parce que des personnes de plus de 80 ans, même celles qui ont déjà un rendez-vous, le simple fait de devoir trouver un moyen de transport n'est pas évident. Donc on multiplie en effet les lieux, les opportunités au sein desquels vous allez pouvoir vous faire vacciner. Oui, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez invraisemblable. On ne comprend pas pourquoi les infirmiers et infirmières libérales ne peuvent pas vacciner. Elles ont été plus ou moins écartées, ce que nous disait une infirmière tout à l'heure. Ça a été progressif. On a un certain nombre à demander à ce qu'en effet les sages-femmes, les infirmiers, l'ensemble des professions médicales habilitées évidemment à vacciner puissent le faire. De la même manière qu'on a progressivement ouvert la vaccination en entreprise, bien évidemment progressivement cette vaccination-là, elle va pouvoir s'ouvrir. Aurore Berger, est-ce que vous êtes favorable, vous, à une obligation vaccinale pour le personnel soignant ? Écoutez, on y pense avec un certain nombre de collègues députés. Agnès Firmin-Lebaudot, qui est elle-même députée et pharmacienne, a proposé qu'on adopte ce type de résolution à l'Assemblée nationale. C'est vrai que je pense qu'on a du mal à comprendre en tant que citoyens, nous qui attendons d'être vaccinés parce qu'on ne remplit pas encore aujourd'hui les conditions, nous qui souhaitons ardemment que nos parents ou nos grands-parents le soient, que les soignants eux-mêmes, alors qu'ils ont l'opportunité de l'être, ne se vaccinent pas. On a ce débat d'ailleurs aussi de manière récurrente sur la grippe, oui, où on voit qu'il y a un taux de vaccination en France des soignants qui est très faible et qui n'encourage pas non plus les Français à l'être. Ce qui est normal, c'est-à-dire si votre propre médecin traitant vous dit que lui-même ne se vaccine pas, est-ce que vous avez envie d'avoir confiance ? C'est plus compliqué. Je crois que c'est important qu'ils se fassent vacciner pour eux-mêmes, pour se protéger, pour protéger aussi leur famille, parce qu'ils ont des risques potentiels plus importants de contamination au regard, évidemment, des liens qu'ils ont avec la population française. Si jamais on voyait qu'il y avait un taux trop bas de vaccination, je pense qu'il ne faut pas empêcher que cette possibilité existe. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Quelles sont pour vous encore les priorités ? La première des priorités, ça reste les violences et les violences faites aux femmes sous toutes les formes. Évidemment, celles qui meurent sous les coups encore de leurs conjoints. Accentuées par le confinement notamment ? Alors, c'était une des craintes manifestes qu'on avait lors du premier confinement, c'était le risque d'augmentation des violences intrafamiliales, c'est-à-dire faites aux enfants aussi, et puis les violences conjugales. Je crois que ce qui a été extrêmement important pendant le confinement, c'est que là encore, on a tout fait pour maintenir le lien avec ces femmes, maintenir le lien potentiel avec les enfants, parce que le premier confinement, il n'y avait plus l'école, il y avait donc moins de moyens de rendre visibles les violences qui se passent au domicile. C'est pour ça qu'on a aussi multiplié les lieux dans lesquels vous avez la possibilité de porter plainte. Maintenant, dans un certain nombre d'hôpitaux, quand la femme vient, elle peut immédiatement être repérée et elle peut faire en sorte de porter plainte, ce qui lui évite d'avoir à raconter plusieurs fois ce qu'elle a subi, les sévices qu'elle a subis, et ce qui permet une prise en charge beaucoup plus rapide. On avait aussi mis en place le fait que les pharmaciens pouvaient être des relais, parce que pareil, pendant le confinement, finalement, l'un des premiers lieux dans lesquels vous alliez, pour des raisons assez évidentes, c'était votre pharmacie, et il y a un réseau de pharmaciens assez exceptionnel dans notre pays, et donc
Oui, on l'a même mis en place dans des supermarchés. En gros, l'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez aller dans des endroits où on ne vous repère pas, ce qui vous permet de ne pas avoir peur de franchir la porte et donc de porter plainte. Oui, bon, donc les violences conjugales parmi les priorités Bien encore. sûr. Quoi, hein. Marlène Schiappa a-t-elle eu raison ou tort en mettant en avant une femme voilée lors de l'opération 109 Marianne? Elle a mis en scène, elle a valorisé 109 femmes qui représentent 109 talents. Et je crois qu'elle a eu raison de le faire. On connaît tous le combat, et je le partage, de Marlène Schiappa sur les valeurs républicaines, sur la laïcité. Elle n'a eu de cesse de porter ce combat, parfois seule, depuis le début du mandat. Et j'ai toujours été à ses côtés. Certains disent, est-ce que ça fait partie de nos valeurs de mettre une femme voilée? Est-ce que ça fait partie de nos valeurs de valoriser la diversité des femmes qui sont dans notre pays? Je crois que c'est aussi le cas, et c'est les talents qui sont valorisés. C'est pas ici le voile, c'est pas ici. Quand il y a Delphine Orviller qui est l'une des 109 Marianne, elle n'est pas parce qu'elle est rabbin, elle l'est parce que c'est une femme de talent, de qualité, une philosophe qui nous éclaire aussi sur ce qu'est notre société. Sans signe distinctif. Mais l'enjeu, il n'est pas à un moment juste de voir le signe, mais de voir tout simplement la personne. Et je crois que c'est ça aussi qui est important en République, c'est d'abord de voir la personne. Oui. À Grenoble, deux enseignants de l'UEP accusés d'islamophobie par un syndicat proche de l'UNEF ont vu leur nom placardé devant l'entrée de l'école. Quelle réaction vous attendez ? J'attends une réaction d'une très grande fermeté. Le procureur s'est saisi de ce qui s'est passé. L'attitude de l'UNEF a été déplorable. Le pire, c'est peut-être la réaction nouvelle qu'ils ont eue, en considérant finalement, en mettant à nouveau en accusation les professeurs, en n'assumant pas leurs propres actes. Quand on a eu dans notre pays une alerte aussi puissante, aussi violente que la décapitation d'un enseignant pour le seul fait d'avoir enseigné, et que certains syndicats étudiants mettent des cibles dans le dos d'enseignants sur des accusations prétendues d'islamophobie. Tout ça parce que quoi ? Parce qu'on avait un enseignant qui considérait justement que ce terme était impropre. Et c'est bien quand même le devoir et la responsabilité d'un enseignant, qu'il soit à Sciences Po, qu'il soit à l'université, qu'à un moment, qu'on ait le droit d'avoir un débat sur les mots qu'on emploie quand on est justement dans un lieu de savoir et de transmission des savoirs. Et là, on veut empêcher des débats quand ils existent et qu'ils sont portés par nos enseignants. Et en plus, on les dénonce, on les met en danger, parce que c'est bien ça qui se passe. On sait que malheureusement dans notre pays, quand vous êtes accusé prétendument d'islamophobie, vous pouvez être en danger de mort. Et donc il y a une responsabilité majeure de l'UNEF, et j'espère que cette responsabilité sera recherchée, poursuivie. À l'instant, vous avez parlé de Samuel Paty, qui a été assassiné à cause d'un mensonge, puisqu'on l'a appris hier. L'adolescente n'avait jamais assisté au cours sur Charlie Hebdo, sa liberté d'expression. Bon, fondamentalement, ça ne change pas par ailleurs pour autre chose. Ça vient ajouter au drame absolu qu'a été cette affaire, montée de toutes pièces par un parent d'élève, dont en effet la fille, mais on l'avait su. Est-ce que ça change un petit peu, selon vous, dans les établissements scolaires? Vous êtes dans les Yvelines. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement ou pas? On l'a vu avec ce professeur Le Maire, où finalement il a été un peu montré aussi du doigt parce qu'il dénonçait certaines choses, le pas de vague. En fait, le risque, c'est soit l'autocensure des enseignants, qui se disent finalement, moi je ne viens pas enseigner pour prendre le risque potentiellement pour moi ou pour ma famille, tout simplement de subir la violence, et une violence qui peut aller jusqu'au décès. Et je comprends qu'à un moment, nos enseignants se disent, moi je n'ai pas fait ce métier-là pour prendre ce risque-là pour moi-même ou pour mes proches. Donc le risque, c'est vraiment l'autocensure. C'est pour ça qu'il faut systématiquement qu'on soit en soutien très clair et très net, sans ambiguïté, il n'y a pas de oui mais de nos enseignants. Donc ce qui se passe à Grenoble, toute la classe politique devrait soutenir ces enseignants. Quelles que soient les convictions politiques des uns et des autres, si on n'est pas capable de soutenir des enseignants uniquement parce qu'encore une fois, ils font leur travail, et que leur travail, c'est aussi celui de remettre en contexte des mots, des faits, et de nous donner l'opportunité d'en débattre, alors je pense qu'on a un problème qui est manifeste. Le climat à l'Assemblée, on parle de loi climat et résilience. Pourquoi cette appellation d'ailleurs ? Alors climat pour des raisons évidentes, la question de la lutte contre le dérèglement climatique, la question du respect des accords pris au moment des accords de Paris, c'est-à-dire réduire notre trajectoire carbone, faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de gaz à effet de serre,
Et résilience, c'est la capacité de la société, tout simplement, à faire bloc derrière la nécessité de la lutte contre le dérèglement climatique. Oui, et donc il faut garder cette appellation résilience. On verra, vous savez, un titre de loi, ça peut peut-être se modifier. C'est des débats qu'on a à chaque fois. Moi, ce qui m'importe, c'est plus le contenu de la loi. Parce que la résilience, on peut l'avoir dans un tas d'autres domaines, etc. Et alors, sur la loi, est-ce qu'il faut aller et renforcer certaines dispositions, comme le réclame Barbara Pompili, qui met en quelque sorte la pression sur vous, la majorité? Écoutez, la pression, vous savez, la ministre, on l'a de fait parce que les Français déjà nous disent qu'ils veulent qu'on puisse agir. Je crois que les Français, ils sont profondément écologistes, ou ils ont envie de l'être. Et aujourd'hui, quand ils ne le sont pas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens financiers, matériels de l'être, parce qu'ils n'ont pas les bonnes solutions pour l'être. Parce que quand vous habitez en grande banlieue, dans un territoire rural, pour vous déplacer, vous n'avez pas d'autres opportunités que d'utiliser votre voiture et pas forcément les moyens de la remplacer. Parce que être écologiste, évidemment, chacun a envie de l'être dans son logement, parce qu'on sait qu'on sera mieux isolé, mieux chauffé, que ça nous coûtera moins cher aussi. Donc tout notre enjeu avec cette loi, c'est comment on fait en sorte que l'écologie, elle soit dans notre quotidien, pas comme une idéologie, pas une idéologie de la décroissance, pas une idéologie anti-entreprise. Ça, c'est ce que vous reprochez à Barbara Pompili? Non, c'est pas ce que je reproche à Barbara Pompili. C'est ce que je reproche à certains qui, prétendus écologistes, en vérité, se servent et tordent l'enjeu écologique et du dérèglement climatique pour mieux faire advenir une idéologie qui serait la leur. Lutter contre la croissance, lutter pour la décroissance, c'est pas lutter en faveur du dérèglement climatique. On doit faire en sorte que cette croissance, elle soit plus responsable, elle soit plus durable, mais l'écologie, elle se fera ni contre les Français, ni contre l'industrie, ni contre les entreprises. Et ce que vous voulez dire aussi, c'est qu'on ne va pas forcément vous imposer des choses, vous, à l'Assemblée, même s'il y a une pression, on le voit, de la ministre Barbara Pompili. De la même manière que les enseignants doivent pouvoir se sentir libres d'enseigner, les parlementaires doivent se sentir libres de légiférer. Ils ne doivent pas le faire sous la menace, ils ne doivent pas le faire sous la contrainte, ils doivent le faire dans le respect à un moment du Parlement et donc du temps parlementaire qui est celui du débat, qui est celui de la confrontation libre des idées, qui est celui des auditions, c'est-à-dire le fait de recevoir au sein de l'Assemblée nationale des gens qui ont des positions qui sont différentes. Et puis après, il y a un arbitrage qui est un arbitrage politique parce qu'on a fait un choix très clair qui est de dire que la lutte contre le dérèglement climatique, ça devait être une priorité et une urgence. Je le rappelle, par contre, elle ne se fera pas contre l'entreprise. Oui. Quelle est votre position sur les menus végétariens aussi à la cantine? On a voté au moment de la loi dite Egalim, qui était une loi pour revaloriser aussi notre agriculture, la possibilité d'avoir un repas végétarien par semaine. Je crois que c'était une bonne chose. Ça permettait d'avoir le choix. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on nous impose, là encore, qu'on soit dans l'idéologie, dans le dogmatisme et qu'on dise, qu'on passe en fait de la possibilité, c'est-à-dire vous aurez le choix, votre enfant aura le choix, il peut manger de la viande ou ne pas en manger un plat végétarien s'il le souhaite. On avait aussi beaucoup posé cette question au moment, la question sur la lutte pour le bien-être animal, par exemple. Et il y a la place. Non, mais évidemment, je pense qu'il y a de la place dans notre pays, il y a une identité aussi dans notre pays, il y a une tradition agricole, il y a une tradition d'élevage. Encore une fois, si certains ne souhaitent pas, eh bien, il faut qu'ils aient le choix, mais il faut aussi que ce choix, il s'applique dans les deux sens. C'est-à-dire, si je ne veux pas manger de viande, j'ai la possibilité de ne pas le faire, mais si je veux en manger, j'en ai la possibilité. D'autant plus que la cantine, ça c'est une vraie conquête sociale dans notre pays, la cantine. La cantine, pour énormément d'enfants, c'est le seul repas équilibré de leur journée. Et je crois qu'il faut qu'on garde cela vraiment aussi comme une vraie conquête sociale. Allez, Aurore Berger, dernière question avec Cécile Ménibus. Cécile. Oui, Christophe Castaner et Stanislas Guérini ont affirmé la semaine dernière qu'en cas de second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ils voteraient Mélenchon. Et vous ? Déjà, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas cette option-là. Je crois que ça, c'est notre responsabilité. C'est nous qui sommes au pouvoir. Donc notre responsabilité, c'est de tout faire pour nous convaincre et être qualifiés au second tour de la présidentielle. Et surtout tout faire pour que les Français n'aient pas à choisir entre deux options impossibles, qui soient soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite. Et si c'était le cas ? Mais je crois que ça n'arrivera pas. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que les deux, pour moi, sont hors du champ républicain. Les deux. D'un côté, Marine Le Pen, qui est dans une logique de fracturation extrêmement violente de la société française. Mais Jean-Luc Mélenchon, pour malheureusement le côtoyer à l'Assemblée nationale depuis 3 ans et demi, je vois son attitude sur tous les sujets qu'on a évoqués, notamment sur la prétendue islamophobie, sur la marche à laquelle il a assisté. Il a malheureusement complètement changé. Et il vous n'est pourriez plus aujourd'hui dans le champ républicain. Voter blanc ?
Mais je voterai Emmanuel Macron. Moi, ma responsabilité de député La République En Marche, c'est de faire en sorte que nous soyons qualifiés. De la même manière que la responsabilité, elle incombe pas à Emmanuel Macron de savoir face à qui il sera qualifié. Elle incombe à la gauche d'être en capacité de se réunir. Elle incombe à la droite d'avoir un projet alternatif à présenter. Aujourd'hui, ni la gauche ni la droite ne sont en capacité d'être qualifiés au second tour de la présidentielle. C'est plutôt eux, quand même, qui devraient se remettre en question par rapport à ça, plutôt que nous. Merci Aurore Berger, Merci présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.